Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo Condo légal sur l'importance du rôle d'un notaire en côté. Je me présente, mon nom est Maître Yves Gilles-Kerr, je suis avocat spécialisé en copropriété. Le rôle d'un notaire est souvent sous-estimé. Pourtant, il agit comme véritable gardien de la légalité, de la sécurité juridique, voire même financière d'une transaction en copropriété. Pour mieux comprendre le rôle du notaire, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Gabriel Papineau, notaire spécialisé en droit immobilier et en copropriété divise. Elle siège également au sein de l'Association des notaires de l'Outaouais, une référence incontournable dans le domaine. Elle siège également au conseil d'administration du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec dans le chapitre de Casso. Bonjour, Maître Papineau. Bonjour. Évidemment, c'est un sujet qui est souvent incompris. Pourquoi je paye un notaire? Pourquoi, dans le fond, ça coûte tant? Des fois, on cherche plus un prix que de comprendre le travail, mais on va démystifier la chose. C'est quoi la mission d'un notaire dans une transaction copropriété? Dans une transaction immobilière, en fait, le notaire agit comme officier public. Ça veut dire qu'il reçoit un acte qui est notarié. Un acte notarié, là, ça a des obligations qui sont quand même vraiment plus élevées que les autres types d'actes. Ça fait en sorte que le notaire, il faut qu'il s'assure que tout ce qu'il y a dans son acte, non seulement c'est vrai, mais ça a été vérifié. Puis aussi, il agit de façon impartiale en toutes les parties. Donc, il doit autant conseiller son acheteur que son vendeur. Donc, finalement, il y a beaucoup d'éléments qu'il va devoir analyser. J'imagine que les couvertures d'assurance, voir si, dans le fond, il y a le syndicat a été immatriculé. Donc, il y a quand même un travail nettement plus important que de faire une transaction d'une maison. Oui. Souvent, on voit la finalité, donc l'acte de vente, là, quand les parties viennent signer, puis là, le notaire, il explique les obligations. Mais avant ça, là, il y a un travail quand même colossal qui est fait. Nous, on doit s'assurer, là, premièrement, on doit vérifier la promesse d'achat parce que c'est là-dedans que se retrouve l'intention des parties. Donc, c'est là-dedans qu'on va avoir toutes nos conditions qui vont guider un peu notre dossier. Ensuite de ça, on doit faire des vérifications fiscales, des vérifications légales, faire des demandes d'informations à beaucoup d'intervenants parce que, comme je disais, il faut qu'on valide chacune des informations qui vont se retrouver dans notre acte de vente. Donc, on doit recevoir les fonds dans notre compte en fidéicommis, s'assurer qu'il y en a assez pour payer tous les créanciers aussi. Donc, effectivement, on a une multitude de choses. Là, donc, on arrive vraiment au début de la transaction, là, une fois que la promesse d'achat est signée. Donc, je comprends bien. Imaginons qu'il y a un courtier, là, comme bien souvent. Le courtier immobilier finalise l'offre d'achat, conclut de part et d'autre. J'ai une transaction qui doit avoir lieu le 1er juillet. On est le 1er mai. Il se passe quoi entre-temps? Là? Vous arrivez comment là, dans ce scénario-là de transaction à devenir? Mais on reçoit le dossier du courtier immobilier là, qui inclut justement la promesse d'achat avec quand même plusieurs informations de base. Nous, on doit faire la recherche de titre. Donc ça, c'est absolument la première étape à réaliser. Là. Puis la recherche de titre, surtout dans une copropriété, c'est assez exhaustif. Donc une copropriété, souvent, il y a eu beaucoup de subdivisions, des re-subdivisions. Souvent, on a eu des modifications cadastrales là, pour modifier des limites, des contenances. Donc, la recherche de titre, là, on doit aller regarder tous les propriétaires précédents. Donc, sortir tous les actes de vente, tous les actes de servitude, s'assurer que les hypothèques sont radiées. On remonte là, jusqu'au cadastre, là, la majorité du temps, 1900 là, et plus. Là. Et puis là, c'est ce qui nous permet d'avoir un titre clair, donc de s'assurer que la personne qui vend a les pouvoirs de vente, qu'il n'y a pas de limitation. S'il y en a, c'est super important d'aviser notre acheteur. Donc, il faut que l'acheteur soit au courant dans quoi il s'embarque. Avec ça, on va analyser la déclaration de copropriété, qui est l'élément maître, là, justement, en copropriété. Ça va nous permettre de voir toutes les obligations de l'acheteur. Encore une fois, si l'acheteur, dans sa promesse d'achat, a dit, par exemple, qu'il voulait utiliser sa fraction de copropriété pour la louer au niveau commercial, puis que là, on s'aperçoit que dans la déclaration de copropriété, c'est pas permis, ça peut avoir une grosse conséquence sur la transaction. Donc, nous, c'est toutes des vérifications qu'il faut qu'on fasse pour être justement capable là, de faire notre devoir de conseil, d'aviser notre acheteur là, et notre vendeur. Donc, c'est intéressant. Ce que vous me dites, c'est qu'en fait, la déclaration de copropriété, c'est un élément important dans votre travail de notaire, c'est de vérifier dans un premier temps sa validité. Oui. Hein? J'ai déjà vécu ça, moi, dans la pratique, des déclarations qui étaient nulles, affectées de vices. Donc, vous regardez la déclaration de copropriété, vous l'examinez, vous vérifiez si, dans le fond, l'objectif recherché
notamment en matière de destination d'immeubles, et correspond dans le fond à la réalité du besoin. Donc, quand même, c'est un travail important. Maintenant, justement, si on parle de déclaration de copropriété, dans votre vécu, avez-vous des circonstances particulières que vous avez déjà connues dans une déclaration de copropriété qui avait une problématique quelconque? Oui, c'est déjà arrivé. Bien, justement, au niveau de l'usage, là, ça arrive quand même assez fréquemment là, que l'acheteur pense pouvoir faire quelque chose avec son unité, puis finalement, la déclaration de copropriété le prohibe. On a aussi beaucoup de questions d'assurance. Donc, il faut toujours vérifier la validité des assurances. Des fois, il y a des clauses dans les déclarations qui sont prévues qui sont contraires à la loi. Et ça fait en sorte qu'on se rend compte que le syndicat au complet, tous les copropriétaires ont peut-être des petits problèmes d'assurance. Donc là, il faut qu'on soit en mesure de conseiller notre acheteur sur les prochaines étapes. Au niveau du fonds de prévoyance aussi, des fois, on a des pourcentages qui sont prévus dans la déclaration de copropriété pour fournir le fonds de prévoyance. Puis dans les faits, ce n'est pas du tout ça qu'on voit. Donc, on demande beaucoup d'informations au syndicat pour valider ce qui est contenu aussi à la déclaration de copropriété. Puis on se rend compte des fois que ce n'est pas exactement là, ce à quoi l'acheteur s'attendait. On voit bien souvent des transactions qui impliquent des jumelés, hein, deux maisons accolées l'une sur l'autre, avec une déclaration de copropriété et avec des gens qui ne savent pas qu'ils sont copropriétaires. Vous faites quoi dans ces transactions-là, M. Papineau, lorsque on est dans une copropriété où pas d'assemblée de copropriétaires, pas de conseil d'administration, pas d'assurance syndicat? Quel est le conseil que vous donnez à votre client en pareille circonstance? Bien, souvent, dans ces situations-là, il faut un peu qu'on revienne en arrière puis qu'on refasse tout ce qui aurait dû être fait. Donc là, on reprend ça du début. OK, on a la déclaration. Quelles sont les obligations? Qu'est-ce que la loi prévoit? Donc là, quand la déclaration est analysée au complet, puis là, quand je dis déclaration, je parle aussi de ces amendements. Là, il n'y a pas de procès-verbaux dans ces cas-là, probablement. Là. Donc, on va analyser tout ce qui aurait dû être fait. Puis là, bien, on l'exécute. Donc là, si on devait avoir une assurance particulière, bien, on demande à notre client, voici ce qu'il va avoir à faire. Si on n'a pas de fonds de prévoyance, bien là, il faut qu'on essaie de prévoir aussi, il y a un autre copropriétaire. Là, donc, des fois, on est mis en contact avec cet autre copropriétaire-là pour essayer de voir, qu'est-ce qui est possible de faire comme évaluation, les travaux. Donc, tout le travail là, peut être à refaire. Je dirais que dans ces cas-là, le plus important, là, c'est de s'assurer justement qu'il y a des assurances qui sont viables. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. En fait, on ne pourrait pas passer une transaction là, si ça, c'est pas viable. Vous arrivez un peu en aval de l'offre d'achat. Hein. Il y a déjà eu une offre d'achat qui a été conclue, bien souvent avec un courtier immobilier, dont vous devez exécuter, dans le fond, ce qu'on appelle le consentement des parties. Oui. Mais imaginons là, que 2 jours avant la transaction, le vendeur apprend qu'il y aura une cotisation spéciale payable dans un mois parce qu'il y a un mur de maçonnerie qui s'est effondré. Qu'est-ce que vous faites parfois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, des situations de ce type-là? Oui, c'est plutôt rare que ça arrive. En fait, souvent, quand il y a une cotisation spéciale qui est votée avant la vente, souvent le vendeur en avait connaissance. Donc, c'est des choses là, qui ont déjà été discutées là, à l'avance. Si la cotisation spéciale n'a pas été votée avant la vente, bien, malheureusement, les promesses d'achat en général prévoient qu'il faut qu'elles soient exigibles là, pour que ça soit à la charge du vendeur, justement. Mais il y a des jeux de négociation aussi qui peuvent être faits dans ces cas-là. Donc, tout dépendant de la connaissance des parties, des montants. Donc, on agit souvent à titre aussi d'intermédiaire. On transmet de l'information à nos parties, puis on s'assure qu'eux puissent, au final, là, quand on signe l'acte de vente, là, tout le monde est conscient de ce qui s'en vient, puis tout le monde est d'accord avec les conséquences que ça va engendrer. Dites-moi donc, il y a un document qui s'appelle l'état de répartition. C'est quoi ça, l'état de répartition? C'est un document que vous préparez, je pense. Hein? Oui. On appelle ça aussi des fois des ajustements là, en termes courants. Dans le fond, c'est toutes les charges qui sont payables ou payées. Là, donc, on pense là, pour des immeubles là, qui ne sont pas en copropriété, les taxes municipales, taxes scolaires, puis en copropriété s'ajoutent les charges communes. Donc là, justement, les fameux frais de condo qui sont payables des fois au mois ou aux 3 mois. Donc, on doit, s'assurer qu'ils sont payés. S'ils ne sont pas payés, nous, on va retenir une somme là, du vendeur pour les acquitter. Là. Donc, puis les répartitions, c'est qu'on va s'assurer que l'acheteur puisse rembourser une partie au vendeur au prorata de son nombre de jours de détention là, dans le mois qui a déjà été payé. Donc, si on a payé pour le mois puis qu'il devient propriétaire à compter du 15, là, bien, il va acquitter là,
la partie restante du mois qui a déjà été payée. Un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'article 1069 du Code civil du Québec qui prévoit que celui qui achète peut être tenu au paiement des charges impayées du vendeur. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu là, la dynamique de cet article-là du Code civil du Québec. Mais encore une fois, le notaire a quand même une grosse responsabilité dans la transaction, puis nous, on doit valider toutes les informations et justement s'assurer que l'acheteur ne soit pas pris avec des charges après la vente. Donc, on envoie toujours une espèce de questionnaire qui peut être assez exhaustif là, dans certains cas. Au syndicat de copropriété, on lui demande toutes les charges communes qui sont payables, s'il y a des arrérages, est-ce qu'il y a des litiges justement avec le vendeur. On va lui demander, bon, évidemment, les assurances, là, beaucoup d'informations. Mais ça nous permet d'obtenir directement du syndicat l'information qui est à jour. Donc, des fois, les promesses d'achat ont été signées il y a longtemps. Même les discussions ont été faites il y a très longtemps. Donc, on n'a pas nécessairement là, les derniers chiffres. Quand le syndicat nous envoie là, ces états de compte-là, on le voit tout de suite là, quand il y a des charges qui sont payables. Donc, des fois, on doit prendre, en fait, s'il y a des charges qui sont payables, évidemment là, qu'on ne peut pas faire signer la transaction si elles ne sont pas acquittées au moment de la vente. Donc, on garde l'argent du vendeur pour pouvoir payer ça. En conclusion, on peut concevoir qu'une transaction en copropriété est pour un notaire un travail nettement plus exhaustif. Le conseil est très simple à poser à un notaire lorsqu'on choisit un notaire, c'est de lui poser la question, mais notaire, est-ce que vous allez vérifier la qualité de la déclaration de qualité? Est-ce que vous allez faire toutes les vérifications diligentes? Parce qu'une transaction avec un notaire, ce n'est pas juste une question de prix, c'est une question de qualité de l'acte professionnel, d'où l'importance de retenir les services d'un notaire qui a une expertise en matière de copropriété pour s'assurer de la sécurité de la transaction et surtout pour s'assurer que votre achat soit un achat fait de façon éclairée. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui dans cette capsule de Condo Légal. Nous espérons avoir surtout démontré l'importance du rôle du notaire dans une transaction en copropriété. Merci.